En Suisse, au bord du lac Léman, le symposium de la télévision de Montreux réunit les constructeurs venus déballer leur nouveau matériel. Voici d'abord les trouvailles, puis nous observerons le développement du numérique. Première curiosité, ce duopode, un procédé astucieux qui permet de faire des prises de vue, quel que soit le terrain. Un pied central supporte la caméra et un pied dérivé lui donne une bonne stabilité. Mais c'est à l'intérieur que tout se joue. La compétition commerciale est brutale entre industriels et commençons par les présentations les plus étonnantes. Par exemple, ces boules lumineuses gonflées à l'hélium. Au-dessus des lieux de tournage, elles diffusent leur lumière uniformément sans gêner les cadrages. Le tout tient dans une valise. Les alimentations secteurs pour caméra se miniaturisent. Celle-ci tient dans une poche et s'encastre à l'arrière de la caméra. Les batteries au lithium-ion sont 40% moins lourdes et 50% plus puissantes que les batteries classiques. Nagra développe sa gamme numérique Ares-C. Son magnétophone numérique à carte à mémoire flash se complète d'une plateforme de production. Le transfert des reportages audio permet le montage numérique sans bande avec une liste de montage. C'est son message. Autre nouveauté, ce logiciel qui s'adapte sur n'importe quel PC portable pour le transformer en régisson. Cette carte à puce Philips mémorise tous les réglages de la caméra. Champ de bataille des formats numériques, le journal télévisé et le reportage. Voici la caméra numérique DVC Pro, le format d'enregistrement développé par Panasonic. Le montage cut se fait sur le terrain avec cette valise. Une fois le reportage terminé, il peut être expédié depuis le lieu de tournage. La cassette DVC Pro se décline en 3 durées, 40, 60 ou 120 minutes. Le DVC Pro lit le DV, il est donc compatible avec le nouveau format amateur numérique. Ikegami, Hitachi, Philips BTS suivent la même stratégie. Disponible depuis quelques mois sur le marché, le DVC Pro essuie aujourd'hui la contre-attaque de Sony, son adversaire. Sony propose le Beta SX, un format d'enregistrement numérique compatible en lecture avec la famille Beta. Autre avantage, le Betacam SX serait plus robuste que le format Panasonic. Sony développe aussi une valise pour le montage de terrain. À gauche, un lecteur pour placer la cassette de rush et à droite, l'enregistreur. Très économique pour l'envoi par satellite, le transfert des images et des sons peut se faire à 2 fois la vitesse de lecture. Thomson a rallié la famille Beta SX. Le constructeur français développe ses propres têtes de caméra. Durant le symposium, la chaîne française, France 2, a choisi le Betacam SX. Pour les autres chaînes francophones, le choix va se faire dans les mois qui viennent. Je crois qu'on est un petit peu habitué à la guerre des formats en vidéo. Depuis toujours, ça a été comme ça, en analogique. Ça l'est en numérique, puisqu'en un petit peu plus de 10 ans, on en a une bonne dizaine de formats, 12 exactement, si je ne me trompe pas. Ça me semble tout à fait logique. Et si le numérique avait été envisagé par certains comme comment dirais-je, une introduction à la normalisation, je crois que c'est exactement le contraire. Le numérique, c'est l'incompatibilité par principe. Ce disque dur extrait d'une caméra remplace la cassette. Il permet le montage sur la caméra Ikegami ou sur un banc Newscutter Avid sans délai de recopie. Avid ouvre la porte à une nouvelle génération de matériel d'enregistrement numérique sans bande. Avid fabrique des bancs de montage avec truqueur d'images intégrés. Plus sophistiqué, Getris présente une panoplie d'effets spéciaux réalisés en temps réel. Toutes ces images nous amènent au studio virtuel. Cette présentatrice allemande traverse un film pour nous rejoindre dans un studio qui n'existe pas.
Ces manipulations d'images sont possibles grâce à la puissance de calcul des ordinateurs. Regroupés en serveurs pour la télévision, ils deviennent le cœur du dispositif de production. Ils se caractérisent par 3 éléments: leur capacité, leur débit et le nombre d'utilisateurs simultanés. À partir de là, les métiers travaillent avec les mêmes données. Rapidement, ces serveurs seront reliés aux réseaux mondiaux de communication, comme Internet. Bien sûr, la bande n'est pas encore morte. Ses capacités de stockage sont immenses, comme le montre ce robot géant Storagetek, qui peut diffuser des milliers d'heures de programmes. Les orages du lac Léman annoncent bien la fin de l'analogique dans la production audiovisuelle. La mutation globale vers le numérique est pleine de paradoxes. Lente dans certains secteurs, elle est précipitée dans d'autres. À moyen terme, une certitude: la numérisation sera totale et tous les métiers vont être concernés. En juin, à Montreux, en Suisse, le symposium de la télévision réunit tous les 2 ans constructeurs et fabricants de programmes audiovisuels. Une rencontre exceptionnelle entre professionnels pour découvrir les inventions qui facilitent notre vie et pour mesurer l'ampleur de la vague numérique. Commençons par les trouvailles. D'abord ce duopode, qui comme son nom l'indique, rajoute 2 pattes au caméraman pour en faire un quadrupède tout-terrain. Une colonne principale et un pied supplémentaire pour stabiliser l'ensemble. Autre découverte, ces boules lumineuses gonflées à l'hélium. Elles enveloppent sans ombre les lieux de tournage. Le tout tient dans une valise. Restez léger, la société IDX renvoie à la préhistoire nos alimentations de caméras. Celle-ci a la forme d'une batterie plate. Elle s'encastre à l'arrière de la caméra. Moins lourde et plus puissante, ces batteries au lithium-ion. Une batterie lithium-ion, comme ceci, est beaucoup plus légère qu'une batterie nickel-cadmium de type NP, BP ou également de type brick. Puis vous avez également un avantage de puissance. Une batterie comme ceci, non seulement sera 40% plus légère qu'une batterie nickel-cadmium comme ceci, mais également 50% plus puissante. Plus léger lui aussi, ce reporter radio revient à la station avec son agra numérique ARES-C. Fini les bandes, il place sa mémoire flash dans cette plateforme de production audio. Il monte son reportage pour l'expédier dans le monde entier. La deuxième phase. Avec un simple logiciel, vous pouvez transformer votre vulgaire PC en table de mixage audio et visualiser les pistes. Toujours plus pratique, cette carte à puce mémorise l'ensemble des données de réglage de cette caméra Philips. Cette carte va permettre de transférer les paramètres du tournage d'une caméra sur l'autre. Cette journaliste caméraman tourne, puis vient monter et commenter son reportage sur cette valise de montage au format DVC Pro Panasonic. Une fois rentrée à la station, cette journaliste copiera ses rushs. Cette opération s'effectuera à 4 fois la vitesse normale de défilement sur un banc numérique.
Qualité du DVC Pro, sa compatibilité en lecture avec le format DV amateur. Selon les besoins, 3 dimensions de cassette. 40, 60 ou 120 minutes. Toutes directement utilisables sur les bancs numériques DVC Pro. Cette tour de montage est basée avec un microprocesseur Pentium sur un système de montage à carte. Cette carte a des entrées et des sorties qui sont directement en DVC Pro. Et au lieu de mettre un magnétoscope, d'accoler un magnétoscope, on met directement la cassette à l'intérieur du magnétoscope et le transfert se fera à 4 fois la vitesse. Une fois que le montage sera fait, ça sera reporté sur la cassette à 4 fois la vitesse. Donc il y a 2 avantages à ceci. D'abord, on ne décompresse pas pour recompresser après une fois le montage terminé. Les fichiers sont enregistrés tels quels sur le disque. La deuxième particularité, que si jamais on veut vidanger ces disques parce qu'ils sont trop pleins, on peut simplement faire une sauvegarde sur cassette au même format pour les remettre après à disposition pour le prochain montage. Ainsi, cette même cassette DVC Pro peut aussi mémoriser les listes de montage, ce qui simplifie sérieusement la gestion du montage numérique, toujours confronté à des problèmes de capacité de mémoire. Panasonic a déjà convaincu Ikegami, Hitachi, Philips de remplacer le format Betacam par le DVC Pro. Mais Sony, avec ses 13 années de monopole en Europe, contre-attaque aujourd'hui avec le Betacam SX. Un format qui, à l'inverse de Panasonic, est compatible avec le Betacam professionnel. Il est compatible avec le Beta SP, et bientôt il sera compatible avec le Digital Betacam. Donc des machines qui savent relire toutes les images broadcast qui existent aujourd'hui. C'est un format qui a été conçu pour avoir une robustesse extraordinaire. Et Sony annonce que les machines seront garanties 3 ans. Donc l'ensemble des pièces du Betacam SX seront garanties 3 ans, y compris les têtes. Les disques durs des machines hybrides seront garantis 5 ans. Donc ça, c'est sans aucun doute, je dirais, les 3 arguments clés du Betacam SX: l'économie, la compatibilité et la robustesse du format. Et pour prouver que le Beta SX est aussi maniable que le DVC Pro, Sony s'est lancé dans la guerre des valises. Cette unité portable est conçue pour le montage de terrain. À gauche, un lecteur pour placer la cassette de rush, à droite, l'enregistreur. Très économique pour l'envoi par satellite, le transfert des images et des sons peut se faire à 2 fois la vitesse de lecture. Sony propose un banc hybride portable en couplant un PC normal avec un périphérique de montage qui s'installe sur n'importe quel clavier d'ordinateur. Thomson a choisi la famille SX. La firme adapte ses têtes de caméra au magnétoscope Sony. Côté des chaînes de télévision francophones, seule France 2 a choisi le Beta SX. Les autres s'accordent un délai et nul ne sait qui va triompher. Entre Sony et son format SX, qui n'est repris que par Thomson, à part la marque japonaise, et de l'autre côté DVC Pro, qui doit en être, si ma mémoire est bonne, à 28 partenaires, bah, la guerre est totale. Chacun y va avec son communiqué de la commande du siècle. Les réseaux américains en particulier sont très choyés par ces différents fournisseurs, et les annonces se suivent les unes après les autres. On en attend d'ailleurs encore à l'heure qu'il est. Il y en a qui vont tomber peut-être ce soir, peut-être demain matin, qui nous concernent, nous en France, au premier chef. Je crois qu'on est un petit peu habitué à la guerre des formats en vidéo. Depuis toujours, ça a été comme ça, en analogique. Ça l'est en numérique, puisqu'en un petit peu plus de 10 ans, on en a une bonne dizaine de formats, 12 exactement, si je ne me trompe pas. Ça me semble tout à fait logique. Et si le numérique avait été envisagé par certains comme comment dirais-je, une introduction à la normalisation, je crois que c'est exactement le contraire. Le numérique, c'est l'incompatibilité par principe. This camera is actually a
Cette caméra est un banc de montage portable avec un objectif. C'est un ordinateur avec un objectif devant. L'image d'habitude va de l'objectif à la cassette, puis de la cassette vers le disque. Même si le reportage est monté sur un banc numérique, il faut transférer de toute façon la bande vers le disque. L'avantage, c'est ici que l'enregistrement est aussi la numérisation. Tout va directement de l'objectif vers le disque dur qui est de ce côté-là. Pour l'actualité, c'est évident que c'est très rapide. Vous pouvez également monter directement, car le banc est ici sur le côté, ici un mélangeur, et ici le montage. Ainsi, l'objectif de la caméra, le mélangeur et le montage. On peut gérer 3 sources et 2 sorties. On pourrait dire que c'est pratiquement un quart de reportage portable. Pour faire les documentaires et les reportages longs, le réalisateur, le caméraman ou le monteur peuvent faire un pré-montage ou une esquisse de ce qu'ils font. Le pack numérique de cette caméra a donc remplacé la bande magnétique. En plaçant ce pack dans le banc de montage à vide, le chutier s'affiche aussitôt, le travail peut commencer. Avid, comme les autres constructeurs, ne fournissent plus uniquement des matériels. Ils vendent des stations de télévision complètes. La logique de la numérisation les oblige à intégrer toutes les étapes de la fabrication. Le principe d'Avid News est de pouvoir créer un sujet de journal en y intégrant l'image, le son, le commentaire, le texte, le génie de caractère, etc. Enfin, tous les éléments qui vont vraiment constituer un sujet de journal. Avid innove avec des outils de montage dotés de palettes intégrées. L'image est retravaillée en temps réel. Autre spécialiste des effets spéciaux en direct, Getris, qui propose une panoplie d'effets spéciaux très sophistiqués. Cette course à l'image nous amène au studio virtuel. Cette présentatrice allemande traverse un film, puis rejoint un studio qui n'existe pas. Au centre de tous ces dispositifs, une nouvelle machine s'impose, le serveur. Très vite, il sera le cœur de toutes les stations, comme ce Clipbox de Cantel. Les rushs vont être chargés par différents moyens dans le serveur, et à partir de là, donc, vous aurez les monteurs d'actualité ou les monteurs en post-production qui vont effectuer leur travail directement sur le serveur. Et vous pouvez même avoir les journalistes qui auront accès à de la consultation sur ce serveur et qui pourront éventuellement même effectuer du montage de base. Sur le serveur Clipbox, donc il y a une particularité, un très gros avantage, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 14 opérateurs simultanés sur le même serveur sans qu'il y ait jamais de temps de recopie. Les éléments visuels, sonores et les données convergent et rayonnent via le serveur. De sa puissance va dépendre l'organisation de la télévision. Bientôt, ces serveurs seront connectés avec les réseaux mondiaux d'échange comme Internet. Tous les constructeurs se lancent dans l'aventure. L'exemple de Philips. Les paramètres d'un serveur se résument toujours globalement à 3 choses. La capacité, le débit global et le nombre d'utilisateurs. Pour prendre une analogie hydraulique, on pourrait dire un réservoir avec sa taille, c'est la capacité. La taille du tuyau en sortie, c'est le débit global utilisable. Et puis le nombre d'utilisateurs qu'on pourrait résumer par le nombre de robinets.
Je vais pouvoir faire évoluer le débit en multipliant le nombre de châssis comme celui-ci. Et faire évoluer ensuite le nombre d'utilisateurs en augmentant le nombre d'interfaces d'entrée-sortie qui se résume à ça. Les fonctionnalités peuvent évoluer de manière très large en fonction des logiciels qu'on va associer à chaque interface d'entrée-sortie. Je vais donc pouvoir partager l'ensemble des programmes vers les différents utilisateurs de différentes manières. Soit, comme ici, à la manière d'un magnétoscope, soit, dans ce cas, ici, à la façon d'une liste de diffusion pour faire de la transmission, ou bien alors en archivage. Et pour finir, de l'extérieur, grâce aux protocoles qui vont pouvoir être associés à chacune des entrées-sorties. Bien sûr, la bande n'est pas encore morte. Ses capacités de stockage sont immenses, comme le montre ce robot géant de Storagetech qui peut diffuser des milliers d'heures de programme. L'industrie américaine, par le biais de la bande d'étroit, des informaticiens qui sont d'une part Intel qui fabrique le matériel, d'autre part Intel qui fabrique les circuits intégrés, Microsoft le champion du logiciel et Compaq qui intègre tout cela, eh bien ils sont en train, ces gens-là, l'industrie informatique des États-Unis est en train de reprendre en main tout ce secteur qui avait été complètement négligé. Nous, en tant qu'industriels, la totalité de nos développements sont positionnés vers le numérique. Et que donc, ce qui convient maintenant de faire, c'est de préparer de la manière la plus agréable, la plus soft qui soit, pour les exploitants, cette transition qui est tout de même extrêmement riche de potentialités et de possibilités d'exploitation nouvelles dans les systèmes de demain matin. Cette mutation vers le numérique, elle est poussée par la simplicité de traitement qu'autorise le numérique, c'est-à-dire que les effets, pour les rendre en analogique avec la qualité voulue, parce qu'on est dans le domaine de la très haute qualité de façon légitime, c'est quelque chose qui est rendu à bien moindre coût et avec des possibilités techniques et opératoires supérieures dans le numérique. Plus on va vers des technologies dites numériques, plus on assiste à une dissociation entre l'appareil, qui est par exemple l'ordinateur, et la fonction, qui est un certain nombre d'éléments dont on a réellement besoin. Et c'est là qu'intervient la véritable valeur ajoutée. On peut ainsi se trouver avec un matériel qui vaut pratiquement rien, mais dont la fonction vaut énormément. Et on assiste vraiment à l'identification d'une valeur qui est la valeur d'un certain savoir-faire. Et c'est ça que l'on paye aujourd'hui. Dans 2 ans à Montreux, nous saurons qui aura survécu à cette bataille. La conquête du numérique a déjà éliminé des majors de l'industrie, comme Ampex. Mais à l'autre bout de la chaîne, nous devons nous préparer, car une seule chose est certaine aujourd'hui, nos manières de travailler vont être bouleversées, quelle que soit l'issue de l'affrontement. À l'époque du film, les équipes du journal travaillaient à 4 personnes. Dans les années 70, avec la vidéo, ce chiffre est passé à 3. Début 80, l'arrivée de la caméra Betacam permet à une personne seule d'enregistrer l'image et le son. Le matériel numérique donne l'opportunité de réaliser toutes les combinaisons. Libre à chaque télévision de mobiliser un ou plusieurs professionnels pour réaliser les reportages. Le choix est affaire de ligne éditoriale. Encore un incendie de pneus dans la Broye. Ce reportage est extrait du tout-image de la télévision locale de Lausanne en Suisse. Là, le journaliste tourne seul, rédige ses commentaires et fait un prémontage de son sujet grâce à un logiciel adapté. Le monteur travaille à partir de cette présélection.
le fait de devoir assumer le montage fait qu'on tourne différemment et puis qu'on peut essayer en amont déjà de donner un ton au reportage dans ce qu'on tourne. C'est clair que c'est celui qui a tourné, le journaliste caméraman qui a tourné, qui sélectionne déjà ces images et qui écarte les images qu'il considère comme étant un peu intéressantes. Comme ça, il y a le risque, par exemple, qu'il écarte des images qu'il considère comme étant techniquement mauvaises, alors que le contenu informatif est bon. Ou, par exemple, l'inverse, qu'il conserve des images où le contenu informatif est bon, mais où techniquement l'image est mauvaise. Le monteur reçoit cette présélection de plans faite par le journaliste caméraman. Si le choix n'est pas bon, il est toujours possible de revenir sur les rushs. Mais cette rectification est assez rare. Le monteur est donc vigilant. Sa critique sur la construction proposée par le journaliste est très écoutée. Le journaliste, vu qu'il tourne lui-même ses images, il est en quelque sorte, il fait un peu le travail du caméraman, c'est-à-dire quand il arrive ici, il a déjà un peu construit son reportage et il dit ah là je sais qu'il y a une image qui est bien, là dans ce bin là il y a un plan qui est bien et tout. Donc ça aide bien. C'est pas comme si c'était un journaliste pur qui me dit écoute faut faire ça. Il a quand même une sensibilité et des idées. Justement on est assez proches. Si le journaliste est seul sur le terrain, il est en revanche très entouré dans la station. Chaque départ est largement discuté et chaque retour fait l'objet d'un bilan sur les qualités journalistiques du reportage. Lorsqu'on part sur un reportage, on se pose une question d'angle, mais une question d'angle global. C'est-à-dire qu'on est autant journaliste dans la manière dont on va écrire le sujet, mais aussi journaliste dans la manière dont on va écrire en images le sujet. Donc la réflexion ne se fait pas en deux temps, finalement elle se fait en même temps. Les 5 journalistes de vos régions produisent 6 minutes d'actualité par jour depuis janvier 1997. À Bristol, en Angleterre, HTV, la télévision régionale privée, a totalement basculé dans l'ère numérique. Depuis mars 1997, un serveur gère la production des 9 bulletins quotidiens. HTV est l'une des premières stations au monde à avoir abandonné l'usage de la cassette. Les journalistes, les techniciens produisent des fichiers informatiques qui circulent à l'intérieur du réseau interne. Pour le téléspectateur anglais, la différence n'apparaît pas, mais pour le personnel, la transition a été radicale. Comme ailleurs, la fabrication des reportages suivait les étapes traditionnelles jusqu'à la diffusion. Le monteur travaillait sur les rushs, le journaliste écrivait son commentaire qui était mixé, et éventuellement les éléments graphiques étaient placés. Chaque étape rajoutait de la valeur à la cassette. HTV a basculé dans une logique de rayonnement. Après le tournage, les rushs sont numérisés dans le serveur. Les images, les textes et les sons sont à disposition des journalistes, des présentateurs, des chefs d'édition, des graphistes et des scripts à travers le serveur. Tous les métiers viennent s'approvisionner dans ce serveur. À partir de là, les fonctions se recoupent dans la newsroom de Bristol. Les métiers ont été redéfinis et symboliquement, la totalité des cloisons a été abattue. De retour de tournage, le caméraman remet la cassette Betacam au journaliste. Celui-ci numérise aussitôt les images et les sons. Depuis son bureau, il visionne les rushs, fait son montage et rédige son commentaire. Devant lui, un tableau de bord très complet lui permet de caler et de mixer les sons. Une fois le montage terminé, le reportage est expédié vers le serveur de diffusion sous forme de fichiers. Les cassettes ont disparu.
C'est génial. C'est comme s'amuser avec un jeu vidéo. C'est un nouveau concept. Le journaliste doit monter ses propres images. Aujourd'hui, sur le terrain, ça nous aide à comprendre pourquoi tel plan ne va pas avec tel autre. Nous sommes devenus plus conscients de ce que le montage nécessite, puisque nous devons le faire nous-mêmes. La relation avec le caméraman est plus difficile. Nous sommes plus directifs avec lui, car nous sommes préoccupés par les images dont nous avons besoin. Finalement, c'est nous qui dirigeons les caméramans, contrairement à l'habitude qu'ils ont de travailler seuls. Il peut y avoir de temps en temps des petites frictions, évidemment, il faut y faire attention. Du point de vue du monteur, cette nouvelle organisation est intéressante. En effet, d'habitude, les journalistes faisaient faire leur montage en pensant davantage aux mots, sans penser aux relations avec l'image. Ce qu'apprécient les journalistes, c'est de faire directement ce qu'ils veulent, sans l'expliquer à un monteur. Le bon côté, c'est qu'ils sont plus impliqués dans leur travail. Les journalistes doivent mieux sélectionner leurs images, puisqu'ils sont seuls. Ce n'est plus fait ceci, fait cela. Ils doivent aussi réfléchir à la construction de leur sujet avant de partir en reportage. Seul monteur du journal, il est spécialement chargé de contrôler la qualité des montages des 25 journalistes de HTV. Nous sommes très satisfaits de la qualité image à l'écran. La qualité de l'image numérique est indéniable. Le problème concerne davantage la qualité du produit dans son ensemble. Mais la plupart des journalistes reviennent avec des sujets de qualité tout à fait diffusables. Peut-être pas aussi parfait qu'avec un produit d'un monteur expérimenté et créatif, mais il s'améliore de jour en jour. Le problème le plus important est de familiariser les gens avec ces nouvelles technologies. Nous avons organisé des formations pour qu'ils aient un bon niveau en informatique. Après, ils ont fait l'apprentissage des principes de base du montage et de la grammaire des images avec du matériel traditionnel. Ensuite, nous avons mis les journalistes en situation devant les ordinateurs avec des formateurs. Après quoi, 2 ou 3 jours plus tard, tous nos journalistes étaient capables de faire du montage simple et d'enregistrer leurs commentaires depuis leur bureau. La configuration ouverte du lieu fait que l'équipe d'encadrement assure un suivi très attentif sur la construction du journal. Mais la structure est encore fragile. Le stress de la panne informatique est omniprésent. Au moment où le journaliste porte le micro ultra-directionnel à ses lèvres, il est seul face au serveur. Il doit s'isoler du monde agité qui l'entoure pour se concentrer sur son reportage. Après ces quelques minutes, il sait que tous ses collègues se connecteront sur son reportage pour préparer le lancement, rechercher les informations et peut-être pour monter une nouvelle version de son montage pour le bulletin suivant. Montreux 91, le numérique s'impose partout. Pour bien comprendre ce qui se passe, observons le phénomène d'enregistrement. Quand un son est capté, il vient heurter une membrane. Ces mouvements animent une aiguille qui grave la cire. Ce dessin gravé correspond aux vibrations. Il y a analogie entre les deux phénomènes. Pour écouter la musique, il suffira à l'aiguille de refaire le mouvement en sens inverse. Mais si au lieu de graver la cire, nous décidions de mesurer les variations de la pointe à l'aide d'une règle. À chaque amplitude, la pointe désigne un chiffre. C'est la numérisation. À un chiffre correspond une succession de 0 et de 1. Ces derniers sont enregistrés sur une bande magnétique ou entrés dans un ordinateur. Il suffit de relire ces chiffres pour retrouver l'amplitude de notre pointe et restituer le son. Les caméras, les magnétoscopes et même le ciel se numérisent. Mais au fait, se demande Visu, comment les images se transforment-elles en 0 et en 1 ?
Notre visu s'est trop approché d'une caméra. À peine a-t-il mis le nez devant l'objectif que son image est absorbée. Elle franchit le bloc optique qui l'éclate en 3 couleurs, le bleu, le vert et le rouge, pour aller vers les capteurs de prise de vue CCD. Là, chaque point de l'image correspond aux nuances de chacune des 3 couleurs. Ces points seront traduits en binaire, c'est-à-dire en 0 et en 1. Grâce à ce procédé, les calculateurs n'ont à identifier que ces 2 chiffres. Ainsi, les opérations sont très rapides et infinies. Ensuite, les nombres passent à l'intérieur d'un multiplexeur avant d'être stockés. Ils peuvent être enregistrés sur une bande magnétique et les nombres s'enroulent sur l'axe de la bobine. Avantage de cette formule, les recopies se font sans dégradation car d'un support à l'autre ne seront recopiés que des 0 et des 1. Autre possibilité, ils sont enregistrés sur un disque. Ainsi, les images sont accessibles directement. Il suffit de cliquer pour que la tête de lecture aille chercher les informations et sans délai, l'image apparaît. Jusqu'au dernier moment, le montage peut être réorganisé. Avec un magnétoscope, il faut tourner la molette et dérouler la bande pour rechercher les images. La post-production est plus longue, la liberté de rectifier le montage fini est limitée. À terme, les bandes disparaîtront et les disques numériques s'imposeront partout. Mais une image complète nécessite des millions d'informations. Pour l'instant, les capacités de stockage et de transmission sont limitées. Les tuyaux sont saturés, ils ne peuvent tout laisser passer. L'une des solutions, la compression. Les informations qui se répètent ne sont transmises ou mémorisées qu'une seule fois. Sur cette image, seul le mouvement du haut du corps et l'apparition de l'arrière-plan font l'objet d'un calcul nouveau. Le principe est le même pour la transmission. Vous constatez l'économie réalisée en observant la partie grise qui n'est pas prise en compte. Rien n'arrête le numérique. Dans le sillage de cette course commerciale, regardons comment ce procédé fonctionne et ce qu'il change dans nos méthodes de travail. Nous vivions dans un univers analogique. Autrement dit, les signaux qui faisaient nos images et nos sons ondulaient comme les vagues. Premier choc, le numérique. Lui, il calcule. Il prend les ondes et il les transforme en 0 et en 1. Grâce à cette traduction en binaire, nos chercheurs vont pouvoir faire les équations les plus folles. Ils inventent des moulinettes à compresser pour produire des images et des sons qui puissent circuler. Deuxième choc. Les bandes magnétiques vont disparaître dans les 10 ans à venir. Pour les remplacer, des disques, des disquettes, des mémoires numériques de plus en plus petites. Sur le terrain, pour enregistrer les images, les caméras embarquent des packs, bientôt aux dimensions d'une boîte d'allumettes. Ces cartouches numériques s'enclenchent sur les bancs de montage. Immédiatement, la totalité des images tournées est prête pour le montage. Avec ce procédé, la méthode d'écriture audiovisuelle change. La linéarité du montage en vidéo analogique disparaît. Il n'est plus besoin de monter dans l'ordre. Il est possible de monter par bloc, comme en film. Toutes les combinaisons de séquences sont imaginables. Si l'incompréhension domine après un prévisionnage, le monteur, le journaliste ou le réalisateur peuvent réorganiser les séquences pour trouver la meilleure écriture audiovisuelle. Ils apprécieront la joie de leur public. Dès demain, toute la chaîne de production va se nourrir dans le serveur. Cœur de la télévision, il contient la totalité des images, des sons à disposition pour chaque métier. Relié au serveur, le personnel de production travaille simultanément. Par exemple, en cours de montage, le mixeur se concentre sur le son
pendant que le graphiste imagine des animations.